Bonjour à toutes et à tous. Je me présente rapidement, Jean-David Benassouli. Je suis associé en charge de la data et de l'analytics chez PwC France, et plus particulièrement sur les sujets d'audit et de conseil en gestion des risques. Bonjour à tous, François Royer, directeur Data Analytics, côté consulting. Alors, on va vous présenter rapidement qu'est-ce qu'on fait en Data Analytics chez PwC et où est-ce qu'on met l'intelligence artificielle dans nos équipes et sur nos projets. Alors, petit rappel et petits chiffres, d'où est-ce qu'on vient, PwC. Le point important, voilà, on est très international. Et c'est pas une légende. Aujourd'hui, les gens qui nous rejoignent, au bout de 2-3 ans d'expérience, peuvent profiter de partir dans des bureaux étrangers. C'est pas toujours arrangeant d'ailleurs. Là, aujourd'hui, dans mes équipes, pour rien vous cacher, j'en ai un qui part à Londres, j'en ai un autre qui revient de New York, une qui va partir en Australie en mars, et un qui vient de partir à Hong Kong. Alors, c'est que des gens qui ont entre 2, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans d'expérience, mais c'est vraiment une politique qu'on a sur l'engagement autour du réseau. Nos principaux métiers, ils sont autour du conseil, évidemment de l'audit et des risques. C'est moins de la moitié aujourd'hui de ce qu'on fait chez PwC, mais ça reste le métier majeur. Et puis évidemment, fusion-acquisition et tout ce qui est taxe, ce qui fait qu'on a des profils très variés, du conseil, des avocats, des ingénieurs, des écoles de commerce dans les équipes. Comment on est organisé sur les sujets data analytics? Donc aujourd'hui, on a une communauté de 250 personnes sur ces sujets-là qui travaillent dans tous les différents métiers. Alors, je vais juste poser une petite question dans l'assistance. Qui savait aujourd'hui que chez PwC, on avait une communauté de près de 250 personnes sur ces sujets-là? 3 personnes. Bon, bah, moi, j'ai réussi mon objectif de l'après-midi. On peut y aller. Non, c'est vrai que c'est important. On ne sait pas généralement tout ce qu'on fait aujourd'hui chez PwC. On a mal tendance à communiquer. On fait énormément de choses et on en parlera avec François. Après, on est coordonné avec les autres initiatives, notamment autour des blockchains, autour des startups d'incubation, avec le réseau, et puis évidemment la cybersécurité dont on a parlé juste avant. Nos équipes travaillent aussi ces fameuses détections de signaux faibles, les sujets sur la gouvernance des données, la data privacy. Voilà, on travaille avec les autres communautés. Alors, nos équipes Data Analytics s'appuient sur des applications et des infrastructures. Exactement, ces 250 personnes en fait portent aussi la transformation digitale interne de la firme. Et pour créer de la valeur plus vite sur des sujets de plus en plus complexes dans une société en mouvement, on est là avec mes équipes en fait pour les outiller. Donc ces 250 collaborateurs en fait s'appuient sur un tissu d'applications qu'on va agréger, voire qu'on va construire, même si on n'est pas éditeur logiciel. On va équiper en fait notre public interne de consultants avec des applications internes ou externes, et tout ça déployé sur notre infrastructure dont je suis en charge, qui s'appelle le Data Lab, qui sont des technos que vous reconnaîtrez peut-être si vous êtes data scientist ou expert data, des technologies qu'on a récupérées de chez Google avec Kubernetes. On est l'un des déploiements les plus avancés de cette technologie en France, et ce de façon certifiée pour mettre de la donnée sensible. On est contributeur open source. Bref, aujourd'hui, c'est quoi mon message? On est dans un monde de doers. D'accord? On ne peut conseiller sur les technologies d'aujourd'hui et les problèmes de nos clients que si on fait. D'accord? Donc on croit énormément à la construction, à la co-construction, à la construction avec le client. On est là pour faire monter en compétences, pour évangéliser, pour éduquer. Encore une fois, on n'est pas éditeur logiciel, même si on construit. On est là pour résoudre les problèmes et surtout ensuite passer la main. C'est-à-dire qu'on va éduquer et passer les clés, donner les clés à nos clients. Voilà, et ça c'est important parce que il y a 5 ans, ce n'était pas les infrastructures de PwC. On était dans un monde traditionnel d'audit, de conseil, y compris en taxes. Aujourd'hui, les métiers se digitalisent énormément. Il y a énormément de données et on a besoin pour nos auditeurs, pour nos avocats, pour nos consultants d'infrastructures et notamment pour des professions réglementées, type les sociétés d'avocats, type l'expertise comptable, qui sont réglementées, qui ont besoin d'auditabilité
et qui ont besoin d'environnements spécifiques avec toute la partie protection des données associée. Alors, un mot sur comment on voit la conviction qu'on a sur la data analytics. Alors, c'est volontairement provocateur, mais c'est la réalité quand même du terrain de nombreuses années de mission de l'équipe qu'on a sur les sujets. Nous, ce qu'on pense et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les sujets data analytics au sens large, c'est environ 20% de data science. Et donc ça, c'est bien d'avoir des data scientists qui travaillent sur des modèles, qui développent en Python, qui développent en R. Mais globalement, c'est aussi 80% de tout le reste et tout ce qu'il faut faire avant et après. Et ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on recrute des data scientists chez PwC, mais on en recrute à peu près de 20% de notre croissance. D'accord ? Donc quand on dit qu'on a 250 personnes qui travaillent sur la data analytics, c'est environ 20% de data scientists qui sont en forte croissance. Mais on travaille beaucoup sur tout le reste. Parce qu'on est d'abord au service de nos métiers et chez les clients, on est sur des sujets très fonctionnels. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a dans les autres 80% ? Et c'est volontairement simplifié. On va travailler beaucoup autour de la stratégie. Donc la stratégie d'acquisition des données. Est-ce que je vais acheter des données ? Quelles données je vais utiliser ? Comment je vais les sourcer au sein de l'entreprise ? Quel format elles ont ? On va travailler évidemment sur l'aspect technologique et plateforme, donc soit en utilisant nos plateformes pour nos missions, et évidemment on va aussi travailler en support pour un certain nombre de missions d'architecture fonctionnelle, voire technique avec nos clients. On va travailler sur les cas d'usage, donc ça c'est nos consultants qui soient métiers ou fonctionnels, ils vont d'abord, comme tu le disais François, travailler sur l'usage et les métiers, donc on a des missions uniquement sur ces sujets-là, pour des directions financières, pour des directions comptables, pour des directions juridiques, sur trouver le cas d'usage, au-dessus potentiellement de Data Lake. Et enfin, le sujet, un des plus importants des équipes aujourd'hui, qui n'est pas forcément sexy, mais je vais vous raconter quelques petites anecdotes sur tout ce qui est gouvernance des données. Donc j'ai entendu le sujet avant, c'est un sujet sur lequel il y a des très forts besoins dans les grandes entreprises, mais dans les petites aussi. Ça va des sujets fonctionnels dans la banque et l'assurance, sur les normes comptables, sur Solva 2 dans l'assurance, sur BCBS 239 dans les banques. Évidemment, les sujets autour de la data privacy et de GDPR. Je voulais juste donner deux petites anecdotes aujourd'hui parce qu'on a du mal à recruter sur ces sujets de data gouvernance, mais pas plus tard qu'hier, par exemple, j'avais une stagiaire qui avait travaillé sur ces sujets Solva 2 dans une assurance, qui m'avait dit tout le monde de ma promo est étonné que je sois tombé là-dedans. J'y suis tombé par hasard, mais c'est vraiment, je veux continuer à faire ça. Dans mes équipes aujourd'hui, il y a 2 personnes qui travaillent sur des sujets autour d'analyse du règlement de données personnelles, donc GDPR, et ils veulent surtout continuer à faire ça. Pourquoi ? Parce que même si ce n'est pas des sujets sexy de prime abord, typiquement quand on fait une mission d'assessment autour de la data privacy, on va avoir les books complètement ouverts sur les datas d'une entreprise, que ce soit du marketing, ORH, les stratégies de data management platform, comment sont créés le digital lab, comment sont organisées les équipes de data scientists, est-ce que la donnée, quelle est la finalité des traitements, est-ce que la donnée est monétisée ? Et finalement, ce sont peut-être moins des sujets techniques de développement et de data science, ce sont des sujets passionnants pour des personnes qui démarrent. Donc c'est aussi ça, 80% de nos personnes dans les équipes qui travaillent sur ces sujets-là. Et évidemment, on travaille aussi sur ces sujets de data science dont tu vas détailler un petit peu plus, François. Tout à fait. Alors là, on a mis quelques définitions de l'IA qui sont, je dirais, un peu classiques. Je ne vais pas vous faire un cours magistral. Ce qui est très, très important comme message aujourd'hui, c'est que PwC en fait un travail de fond sur ce que ça veut dire de faire de l'IA pour les entreprises qui vont déployer des algorithmes, qui vont vous scorer chez votre banquier, qui vont décider ou non, avec des décisions très impactantes, au sens par exemple du GDPR, de votre vie et des services auxquels vous aurez droit. Donc en fait, notre opinion, c'est vraiment d'aller dans l'IA et tout ce qui est machine learning, apprentissage machine, tout ce qui est automatisation, avec une façon très raisonnée de gérer les risques. Pas seulement la performance, mais les risques. Et quand on vend en fait ce genre de conseils à nos clients de toutes les industries, ça résonne, ça fait vraiment du sens. Quand vous voyez en fait des DSI ou des directeurs financiers qui demandent une explication de ce que ça veut dire que l'IA pour l'entreprise, pour ses clients, mais pas seulement au sens mathématique, algorithmique, etc., mais au sens transformation des métiers, vous devez avoir cette approche de risque. D'accord ? Donc l'approche qu'on a, c'est celle
du conseil, du consultant, et on va mettre de côté tous nos apprentissages, je dirais, de mathématiciens, d'ingénieurs, pour s'assurer qu'on va globalement construire des systèmes sûrs. D'accord ? Donc on est aussi auditeur système quelque part. Alors je rebondis sur ce que tu dis, François. Je vous donne 2 exemples de discussions sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Premier exemple, une grosse société du CAC 40 qui a un centre de gestion partagé et qui met des robots sur une partie de ses opérations comptables. Rapprochement d'écriture bancaire, clôture, investigation de paiement facture fournisseur. Donc aujourd'hui, ils ont lancé une forte robotisation de ces centres de services partagés. Et bien sur quoi on réfléchit, nous, avec eux, avec une casquette d'audit et risque, c'est comment on va auditer et comment on va donner de la confiance à toutes ces opérations qui vont être faites par des robots. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre des mécanismes de contrôle, ça veut dire mettre des mécanismes de supervision. Et comment rassurer un comité d'audit et une direction générale quand de plus en plus d'opérations vont être robotisées. Et notamment sur les sujets financiers, évidemment, dans lesquels on vient quand même historiquement de ce monde-là. Et donc là, il y a des sujets autour du risque. C'est bien d'avoir des robots, c'est bien ces robots qui ont de l'intelligence artificielle, mais comment on les contrôle et comment je suis sûr que ces opérations comptables sont finalement certaines. Le deuxième sujet sur lequel on travaille est là un peu plus avec le réseau et un peu plus à moyen terme. Donc c'est des réflexions qu'on a, alors notamment avec les Américains, les Anglais, qu'on a initié à l'été dernier, est autour, là, plus largement de l'intelligence artificielle. Et à nouveau, donc sur de l'intelligence artificielle, et si on va parler de machine learning non supervisé, d'auto-apprentissage, c'est comment finalement on va superviser et à nouveau donner de la confiance. Il y a des vrais sujets, si vous discutez avec des équipes métiers et clientes, qui sont de dire, mais finalement, si je ne contrôle plus ces algorithmes, s'ils sont moins supervisés, s'ils apprennent tout seuls, comment moi je vais pouvoir les auditer, comment je vais pouvoir les contrôler, comment je suis sûr que les données qui vont les aider à s'améliorer si on a un problème de qualité de données, si on a un problème de négligence, voire de malveillance, l'algorithme va faire l'inverse de ce que je veux faire. Et ça, on sait bien pour ceux qui ont travaillé sur des mécanismes de machine learning que toutes les données vont finalement former l'algorithme et on peut, d'une manière ou d'une autre, influer ces algorithmes. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit, toujours dans cette notion de risque et d'assurance autour de l'intelligence artificielle. Alors, un exemple très concret sur lequel on va démarrer ces pilotes en France. Alors ça, c'est un award qu'on a eu au niveau du réseau PwC sur l'intelligence artificielle pour augmenter l'auditeur. Alors, je vais à nouveau simplifier énormément. Qu'est-ce que c'était un auditeur il y a 10 ans ? Il arrivait chez un client, il demandait de voir ses liasses comptables, son grand livre, toutes les factures et tous les paiements. Papier, alors là je regarde, et puis de plus en plus digitalisé. Et pour contrôler et pour donner de la confiance, on travaillait beaucoup par échantillon. Donc on va échantillonner une business unit, un pays, des écritures qui paraissent suspectes, mais on va travailler avec l'expérience d'un auditeur. Qu'est-ce qui va se passer de plus en plus avec de l'automatisation et du machine learning ? On va analyser toutes les transactions. Et là, on est en centaines de milliers, on est en millions, y compris dans le monde du retail, dans le monde de l'industrie, les transactions financières et la banque. Vous pouvez en douter que là, on est en centaines de millions dans la banque aujourd'hui sur une année. Avec l'intelligence artificielle et ces pilotes qu'on a fait, et c'est aussi pour ça qu'on a eu ce prix, on a réussi à modéliser par industrie tous les risques aujourd'hui par rapport à un certain nombre de transactions, soit suspectes, soit frauduleuses, soit incorrectes. Mais cette fois-ci, on travaille bien sur l'exhaustivité. Donc en termes de confiance sur le fonctionnement d'une entreprise et la manière dont on va certifier finalement et apposer notre signature, il y a énormément d'enjeux. Et donc là, on va déployer, on n'en parlait pas plus tard qu'avant-hier soir, sur plusieurs clients, donc cet outil General Ledger artificielle intelligence en France, en pilote sur plusieurs clients. Jean-David l'a bien expliqué, on croit vraiment en fait à l'humain assisté, voire augmenté. C'est l'homme dans la boucle, de toute façon. L'opérateur dans la boucle, c'est la seule façon aujourd'hui de proprement déployer les systèmes.
même si on doit travailler de plus en plus avec des volumes de données très importants. Donc là, je vais vous présenter quelques cas sur lesquels on a travaillé dans le réseau, qui sont vraiment des exemples de cet aspect augmentation et assistance. C'est-à-dire qu'on met de l'IA et du machine learning, mais sur la couche de perception. D'accord ? On n'est pas du tout dans le système de décision, là où on mettrait des systèmes experts avant. On est vraiment dans l'interfaçage, dans la reconnaissance d'images, la reconnaissance vocale, le tagging de documents en grand volume. De plus en plus, quand on fait des due diligence pour un rachat, on doit travailler sur des milliers de contrats, des choses qu'on ne pouvait faire avant que sous forme d'échantillonnage. Donc le métier s'en trouve transformé parce qu'on va travailler avec la machine sur toute la donnée. Donc ce genre de travail nous permet de bien comprendre quel type d'algorithme, quel type aussi de librairie ou de framework est pertinent pour notre travail, pour le travail des auditeurs, des avocats, des consultants. Donc là, un exemple pour le suivi du taux de construction en fait, d'hôpitaux, de fermes aquacoles en Afrique pour la Banque mondiale. Donc en traitement d'image, ça nous permet très facilement d'annoter quelques images, donc de prendre peu de temps d'un opérateur, de cibler les cas que la machine n'a pas réussi à discriminer, et ça nous permet graduellement de traiter en fait d'énormes volumes de données au fil de l'eau avec seulement quelques opérateurs. Là où avant, il aurait fallu avoir une approche de type crowdsourcing ou tout simplement ne travailler que sur un échantillon et donc donner une recommandation ou un rapport partiel au client. Autre exemple, dans la maintenance prédictive, dans l'IoT, nous avons une spécialité à Toulouse, spécifique d'ailleurs au bassin toulousain, mais pas que, en IoT avec mon équipe, où on travaille énormément sur la valeur à donner aux messages qui sont issus des objets connectés pour l'industrie du futur. Et donc comment récupérer de l'information à partir de données qui fondamentalement dans l'IoT a très peu de contexte. C'est un peu le cauchemar de l'IoT et des objets connectés aujourd'hui. Cette absence de contexte fait que des algorithmes appliqués sans contexte, sans métier, sans expertise humaine, en fait, ces algorithmes ne marchent pas. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en traduisant le plus possible l'expertise métier dans les algorithmes de machine learning, c'est-à-dire quelque part en allant à rebrousse-poil par rapport aux approches de type deep learning, etc., on avait des meilleurs résultats. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les experts, par exemple industriels, ont leur place à la table quand on a des data scientists qui travaillent sur la data. On peut travailler ensemble. Et quand vous trouvez un langage commun entre les experts, leur façon de travailler, leur façon d'exprimer leur vision du problème, leur intuition, leurs problèmes, leurs hypothèses, on arrive à du machine learning hybride. D'accord ? Donc c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles nous travaillons. Et pour terminer, Jean-David, s'il te plaît, c'est toi qui as la zapette. Pardon, je pensais que tu allais... Ok. Non, je vais passer directement ensuite à ce qu'on fait aujourd'hui en ce moment même avec mes équipes pour un grand opérateur télécom. Donc là, je vous parlais d'algorithmie, je vous parlais très spécifiquement des briques technologiques à déployer. Là, c'est un exemple du type de mission qu'on peut faire global, depuis la stratégie jusqu'à l'exécution, qui est un de nos credos, de la stratégie de déploiement mondial des assistants virtuels, des chatbots que vous avez sûrement côtoyés en France, le déploiement monde, c'est-à-dire pays par pays, avec des cultures différentes, des types de terminaux différents, d'une technologie d'intelligence artificielle pour optimiser le support client, les interactions avec les clients en cas de problème, ou d'optimisation de la relation commerciale. Vous imaginez la complexité de ce système-là. Et pour ceux qui ont fait du traitement du langage naturel, on est en train de se frotter à des problèmes absolument passionnants pour lesquels on ne peut porter de solution que si on a une vision globale. On est en train d'attaquer des pays pour lesquels il n'y a pas de corpus linguistique qui permet de comprendre ce que veut dire le consommateur. Allez trouver un corpus en traitement du langage pour le roumain, pour l'albanais, pour le lituanais. Donc c'est pas en allant voir les grands fournisseurs de solutions aujourd'hui, pour lesquels par exemple l'espagnol, le français, l'arabe, le russe marchent très bien. On ne va pas résoudre la problématique d'un groupe mondial avec une seule solution.
Donc là, c'est là que le travail du consultant Data Analytics joue à plein. C'est ce mariage en fait entre l'expertise technique et surtout la connaissance de nos limites, la limite des algorithmes, la limite de ce qu'on peut faire avec la data. Ce mariage avec les problématiques métiers, c'est vraiment ce genre de choses sur lesquelles on travaille. Et ça nous permet de mettre en place aussi des solutions simples. Parce qu'en allant vers le machine learning, le deep learning, ces approches comme extrêmement compliquées, on a souvent oublié l'approche pragmatique et simple. Et la posture conseil, c'est aussi de monter un business case avec un ROI par proposition, le plus simple jusqu'au plus complexe. Juste pour conclure, petite anecdote sur ces chatbots, quand on le déploie dans des groupes comme ça européens sur l'ensemble des pays, il faut voir que vous ne parlez pas du tout de la même manière à un anglais qu'à un espagnol ou à un italien pour un chatbot. L'italien, le bot italien, il va pouvoir faire un ciao, parler un peu de football dans son chat, ce qu'il ne va pas du tout pouvoir faire avec un néerlandais ou un norvégien. Or, quand on construit ces solutions globales, il faut qu'on puisse être capable d'adresser l'expérience client de l'ensemble des pays. Ce n'est pas uniquement de la programmation, ce n'est pas uniquement du machine learning, il y a une composante culturelle qui est extrêmement forte. Alors on travaille là aujourd'hui avec nos équipes d'Experience Center, donc de l'expérience client et de design, parce que les designs sont très différents en fonction des pays et les algorithmes ne vont pas réagir de la même manière d'un pays à l'autre, pour la petite anecdote. Voilà. Mais absolument, tu as dit le mot, en fait, le mot design. Et quand on est séduit par l'approche data-driven et transformation digitale automatisée, on oublie en fait que la plupart des scripts ou des interactions que vous avez en fait avec ce que vous utilisez sur les réseaux sociaux, sur ces outils en fait qui sont disponibles en self-service, il y a énormément d'expériences utilisateurs qui ont été scriptées, qui ont été designées, qui ont été pensées. Et donc notre approche avec le design thinking, notre experience center qui regroupe en fait nos designers, nos experts en fait, de l'expérience utilisateur, nous permet de ramener cette approche de design dans l'intelligence artificielle, qui si elle était seulement poussée par la data, eh ben, on en oublierait complètement l'aspect humain et surtout l'objectif à l'échelle d'une organisation, ce qu'on veut optimiser. Alors, pour rappel, notre stand il est juste à côté là. Donc pour ceux qui veulent aller discuter avec les équipes, et on y sera avec François pour les questions sur lesquelles je sens qu'on aura quand même 5 minutes de questions-réponses, surtout n'hésitez pas. On a des équipes des différentes entités, que ce soit fusion-acquisition, que ce soit conseil, que ce soit audit et risque. Et on pourra... typiquement, avec les avocats, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des sujets contract analytics, automatisation sur le contrat, l'avocat augmenté, parce que y a beaucoup de documents, non structurés, il y a moyen finalement pour faire des premiers diagnostics sur ces sujets-là d'avocats qui sont vraiment passionnants. Sur les taxes, on a aussi des gros sujets sur les taxes, beaucoup de chiffres sur les taxes, et comme on travaille avec des gros clients mondiaux qui travaillent sur ces sujets-là, alors pas sur les sujets d'optimisation, mais sur les sujets de calcul. Je ne rentrerai pas dans des sujets d'éthique ou de morale, mais il y a énormément de sujets de data. Et juste pour finir la différenciation, si vous venez faire de la data chez PwC, il n'y a pas besoin pour une grande partie d'aller chez les clients pour avoir ces métiers-là. Ces métiers-là, on les fait aujourd'hui. On fait des métiers d'avocat, on fait des métiers d'auditeur, on fait des métiers de conseil. Les clients, c'est nous. On a un gros projet de transformation de nos métiers sur lequel on accompagne nos clients et on a des gros projets intéressants qu'on transforme. Je pourrais en parler plus longuement autour de robotisation aussi, de tâches. Donc n'hésitez pas. Et donc il nous reste 6 questions, parce qu'on a été à l'heure. 6 minutes possibles de questions-réponses. En fait, j'ai juste une petite question par rapport à votre slide où vous parlez d'IoT et de maintenance prédictive. Ouais. Que peut apporter PwC à ces sujets-là, sachant qu'aujourd'hui les industriels les abordent en interne et recrutent des data scientists pour eux-mêmes pour gérer leurs assets ou leur manufacturing et ces analyses-là. Quelle est la plus-value que peut apporter PwC dans ces sujets-là? Merci beaucoup pour la question. En fait, ils vont effectivement avoir une approche ressources, des gens, des compétences, ils vont instrumenter. Et après, ils nous appellent. Pourquoi ? Les cas d'utilisation et les cas d'usage, en fait, sont extrêmement complexes.
Aujourd'hui, l'IoT est très en mode push, c'est-à-dire qu'on va arriver avec une approche très techno, et surtout des capteurs, souvent les plus intéressants les uns que les autres, qui peuvent remonter énormément de data, qui vont complètement saturer d'ailleurs vos tuyaux de communication, qui vont saturer vos systèmes de collecte de données. Bref, c'est un raz-de-marée de données qui arrive et qui va remplir vos assets, donc vous allez être riche en data et pauvre en information. Et surtout extrêmement pauvre, le jour où il faut voir le directeur financier, extrêmement pauvre en résultats. Donc à un moment donné, c'est aussi l'ex-ingénieur qui parle, il faut un peu de modestie et se rendre compte que c'est bien de collecter la donnée, mais à quoi ça sert? Quel en est l'usage? Et le gros problème d'ailleurs de l'IoT, avec l'approche Collect First, c'est qu'on a très vite tendance à récupérer de la donnée qui n'est pas pertinente par rapport à l'objectif métier de la société. Donc c'est à partir de là que nous, on va arriver avec une approche conseil pour construire le cas d'usage et aligner en aval les utilisateurs. Juste. Alors, oui, donc vous avez raison. Oui. L'expertise métier à les clients, sauf que le client, il connaît que son métier et son industrie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je prends l'exemple des Smart Grids Analytics, par exemple, ou de la ville intelligente. Oui, le client, on est obligé de travailler avec le client. Sauf que quand on apporte finalement l'expérience du réseau sur ce qui se fait à San Francisco, sur ce qui se fait à Nice, sur ce qui se fait à Singapour, parce qu'on a notre réseau de PwC qui dit sur la ville intelligente, voilà tous les prototypes qui ont été faits, sans dévoiler de confidentialité. Voilà les sujets sur lesquels les cas d'usage, ça a extrêmement de valeur. Et c'est là où en fait la valeur du consultant, c'est aussi d'avoir fait ailleurs ou d'être sur ces mêmes sujets ailleurs dans le monde. Et c'est là qu'on se complète. Par contre, en effet, vous avez raison, nous on est incapable de travailler si on n'est pas avec les équipes clients. Voilà. Tout à fait. Je vais donner un exemple précis, en fait, justement d'une mission assez emblématique qui s'est terminée avec un objet connecté dont on a été responsable, dont on a fait l'idéation de bout en bout. C'est un thermostat connecté pour SOWI. Et nos équipes ont travaillé depuis l'idéation de l'objet physique, celui qui est dans vos maisons, jusqu'à l'orchestration de tous les sous-traitants ou tous les providers en fait, de données, de gateways, de composants, jusqu'à l'architecture dans le cloud, c'est sur Amazon Web Services, donc c'était fait par nos équipes. Donc l'orchestration de tous ces acteurs. Et ces acteurs-là, que ce soit chez un seul client ou pour un projet qui a été créé from scratch, ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc il faut un orchestrateur. Et on a souvent tendance à dire on est un intégrateur business. Ça, c'est l'autre point aussi auquel on peut apporter de la valeur. On va essayer de prendre une deuxième question parce qu'on a encore un petit peu de temps. Si tant est qu'il y en ait une. Allez-y. Qui a appris quelque chose sur nos métiers? Moi, j'en apprends toujours quand je t'écoute, François. Pas d'autres questions? Bon, c'est bien, on va pouvoir vous libérer en avance. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir, à postuler sur le site, à nous donner vos CV, même si ce n'est pas pour cette année, c'est peut-être pour l'année prochaine, pour dans 2 ans. Le monde de la data, pour ceux qui y sont, vous verrez que c'est un monde très petit, évidemment. Merci beaucoup, bon après-midi. Merci beaucoup, bon après-midi.